Au docteur Mamoudou Touré, économiste, ancien assistant au ministère du budget et rapporteur actuel, si je puis me permettre, du Mamri. Alors, bonsoir à vous, monsieur Touré. Bonsoir, M. Diallo. Merci de l'invitation. C'est un plaisir de partager ces instants, en tout cas avec vous, pour parler de ce plan de relance économique concocté par le département de l'économie, des finances et du plan. Alors, première question, le gouvernement de transition, donc à travers le pool financier, eh bien, vient d'élaborer ce plan de relance économique. Expliquez-nous tout d'abord, quelles sont les causes qui sous-tendent l'élaboration de ce plan de relance économique. Très bien. Bonjour, auditeurs. Je voudrais peut-être commencer par vous remercier encore une fois de l'opportunité que vous offrez de m'exprimer sur un sujet d'actualité et de haute importance pour notre pays dans un contexte de transition. Alors, pour peut-être répondre, avant de répondre à votre question, je voudrais peut-être rappeler les trois principales fonctions. Comme le disait Richard Mousgraf, un éminent économiste, que tout État a trois fonctions. La première, c'est la stabilisation. La deuxième, c'est l'allocation. La troisième, c'est la redistribution. Alors, au titre de la stabilisation, tout État doit intervenir à l'idée justement de maintenir la dynamique de l'économie. Alors, à chaque fois que cette dynamique est menacée, l'État a le devoir de trouver les voies et moyens pour atténuer cette situation. C'est dans ce cadre que ce plan de relance économique a été élaboré par le ministère de l'économie et des finances à travers la Direction nationale des prévisions économiques et de la conjoncture. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée est dans un contexte marqué par trois éléments. Le premier, c'est la transition qui est en cours. Le deuxième, la Guinée, comme tous les pays du monde, a été frappée par les conséquences de la crise sanitaire qui est partie de la Chine. Et le troisième élément, pas des moindres, c'est la guerre géopolitique qui est actuellement en cours en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Il va sans dire que l'économie guinéenne n'étant pas en autarcie, étant dans une situation de globalisation économique, et notre économie a été impactée dans sa trajectoire. Et comme vous le savez, au cours de ces 10 dernières années, on a atteint un taux de croissance moyenne de 5%. Alors, c'est ce contexte où ces chocs exogènes sont venus perturber la dynamique de notre économie. Selon le document qui a été produit, le scénario pessimiste qui vient d'être fait est que le taux de croissance soit ramené à une moyenne de 4,1% entre 2022 et 2024. Pourtant, la prévision, c'était de 5%, 5,1%, qui ne sera vraiment pas atteint. Voilà, je vous parle en fait du scénario pessimiste 2022-2024, qui vient d'être les conséquences de divers chocs exogènes faits de Covid-19 et de la guerre en Ukraine conduiront notre économie à atteindre un taux de croissance de 4,1% contre une prévision de plus de 6%. D'accord. Si les mesures préconisées dans le plan de relance économique sont mises en œuvre, on réussira à maintenir la dynamique de notre économie à travers 6%. Donc, le plan a été élaboré dans un contexte de crise pour permettre en fait de maintenir la dynamique de notre économie. D'accord. Allez-y, Moustapha Victor. Alors, docteur, vous expliquez là justement des facteurs extérieurs qui ont un impact plus ou moins sur l'économie guinéenne. De l'autre côté, il se trouve que l'économie guinéenne est dépendante en grande partie des financements extérieurs. Si toutefois, ce plan de relance, en fait, il est élaboré, le document prévoit un certain nombre de choses, mais comment l'État pourra faire face justement à apporter des financements à ce plan de relance quand il y a des facteurs que vous venez de décrire là, des facteurs extérieurs à la Guinée? Peut-être pour permettre à l'ensemble de vos auditeurs de comprendre un petit peu, de décortiquer le discours, on dit que la Guinée est
foncièrement dépendant de l'extérieur, il faut mettre un certain bémol. Le financement extérieur ne vient qu'en appui. Lorsque vous regardez la structure du budget national, vous vous rendrez compte que l'essentiel du budget de l'État vient des impôts et taxes que nous, citoyens, en tant que contribuables, payons. Les financements extérieurs ne viennent qu'en appui. Alors, en ce qui concerne ce plan qui a été élaboré, il faut aussi rappeler que pour le moment, ce plan est à un niveau technique. Il y a un examen technique. Oui, il doit être présenté au CNT prochainement. Exactement, qui a été opéré en date du 4 octobre 2022. Les prochaines étapes, c'est que le gouvernement doit se prononcer là-dessus en conseil interministériel et en conseil de ministres, avant que le document ne soit définitivement validé par le Conseil national de la transition. Donc, on est en train de parler d'un document qui n'est pas finalisé, qui est dans un processus de validation et d'adoption. Donc, je pense que ceci est extrêmement important pour que les uns et les autres puissent comprendre. En ce qui concerne le document lui-même, si vous me permettez, il est structuré autour de 5 points. Le diagnostic économique et social, c'est pour avoir une idée claire sur l'impact de ces différentes crises sur nos paramètres économiques et sociaux. Ensuite, il y a eu une vision et une orientation qui a été déclinée dans ce plan, qui porte sur la stratégie qui a été adoptée, qui tourne autour de 2 volets. Relance par la demande, en jouant sur les revenus des acteurs économiques, et la relance par l'offre en libérant des énergies, en boostant la productivité des entreprises. Il y a aussi une matrice des projets prioritaires qui a été mise en place. Donc, M. Diallo a eu l'occasion d'en parler. Au nombre de 20 projets prioritaires, il y a eu un schéma de financement également aidé. Dans ce schéma de financement, pour répondre à votre question, il y a l'apport du budget national. Souvent, l'apport du budget national est le plus important. Il y a le financement monétaire à travers les obligations de trésor, du bon de trésor. Il y a le partenariat public-privé. Dans le partenariat public-privé, il y a des partenaires extérieurs, il y a aussi des partenaires intérieurs à travers les acteurs du secteur privé. D'accord. Il y a également un fonds de garantie qui a été mis en place pour les PME. Il y a aussi des sources de financement qui sont pour moi des sources de financement qui viennent en appoint. Ce sont les dons, c'est tout ce qui est aide publique au développement. D'accord. Donc il faut faire très attention sauf que, en parlant de financement extérieur. D'accord. Vous parlez de fonds de garantie au PME, sauf que il est enfin, dans les théories ça est là, mais dans les pratiques cela n'est pas encore le cas. On va évoluer dans les questions avec vous, Marma Djomboba. Alors, Monsieur Touré, vous avez parlé tout de suite du document de relance, mais quels sont les secteurs touchés par le plan de relance de l'économie? Et quels sont les secteurs prioritaires dans ce plan de relance économique? Alors, ça c'est une très bonne question. Avant de parler des secteurs prioritaires, il faut voir quels sont les secteurs qui ont été les plus exposés. Quand on prend Covid, quand on prend la guerre en Ukraine, il va sans dire que Covid, à travers les mesures barrières, les restrictions au niveau des déplacements, les secteurs de la restauration, les secteurs du commerce, les secteurs de la logistique et du transport ont été les secteurs les plus impactés. Donc, d'où la nécessité de prendre en compte les projets qui touchent sur ces secteurs. Mais quand on regarde globalement, tous les secteurs ont été plus ou moins affectés. C'est vrai que pour réduire la sécurité de l'économie, l'essence du guinéen évolue dans le domaine agricole. Lorsqu'on met des restrictions au niveau des déplacements, lorsqu'on met des restrictions à travers la distanciation, il va sans dire que les agriculteurs qui ont aussi besoin d'intrants, en termes de politique sanitaire, en termes, disons, d'intrants agricoles, ont été aussi affectés, ce qui ne nous a pas permis de mener les processus de production comme prévu. Donc, globalement, le secteur de l'agriculture a été fortement touché. Oui, a été touché. Le secteur même de l'industrie aussi a été fortement
toucher. Vous devez comprendre aussi que, quand je prends l'exemple en fait de l'industrie de la farine, la production de la farine, je dis l'intrant de base, c'est le blé. Et vous comprendrez que 30% de l'exportation de blé dans le monde est assurée par l'Ukraine et la Russie, tout à fait. Et avec les mesures qui ont été préconisées contre la Russie, l'exclusion de la Russie du site international et l'isolement de la Russie, ceci a eu un impact sur le cours du blé. Vous avez vu, le cours du blé a augmenté, le prix du blé a augmenté. Docteur, l'impact, ce sont des secteurs, grosso modo, ce sont des secteurs qui sont les plus exposés. D'accord, docteur, on va vous reprendre dans la deuxième partie. Si alors, Monsieur Touré, quels sont les secteurs touchés par le plan de relance économique? On était sur cette question avant la pause. Oui. Si j'ai bien entendu, il s'agit plutôt des secteurs qui ont été les plus touchés. Ça. Oui. Ok. Grosso modo, quand on regarde la répartition, en fait, de notre économie, la répartition du PIB, c'est le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Tous ces trois secteurs ont été impactés. J'étais sur le secteur agricole qui emploie le plus de Guinéens, 60%. De la population. Ce secteur a été touché par le fait du manque d'entrants et par le fait de la restriction au niveau des déplacements. Le secteur secondaire a été également impacté, notamment le secteur des transports. Il vous souviendra que beaucoup d'agences de voyage ont mis la clé sur les paysans, compte tenu qu'il n'y avait aucune demande. Parce qu'à un moment donné, à cause de la crise sanitaire de Covid-19, les déplacements étaient presque, entre guillemets, interdits, voire même c'était impossible. Et le secteur tertiaire qui est très exposé, a été également impacté par toutes ces crises. Et il y a beaucoup d'hôtels ces derniers temps qui ont été construits. La plupart de ces hôtels avaient des taux d'occupation qui étaient très faibles. D'accord. Et la restauration aussi, à cause des mesures barrières, des mesures de distanciation. Okay. Et tout ceci a eu un impact sur les finances publiques. Pourquoi? Parce que ce sont des agents économiques qui promeuvent l'activité économique. Et comme l'impôt et les taxes sont prélevés au regard de la capacité contributive, si vous ne produisez pas, vous n'avez pas de revenus. S'il n'y a pas de revenus, l'État n'a rien à prélever sur vous. Allez-y. Donc cela a eu des incidences sur les finances publiques. Allez-y. Monsieur Touré, selon le document, ce sont au total 20 projets qui sont adossés au volet relance par la demande. Je reçois très mal. Je disais, vous m'entendez? Oui. Je disais, selon le document, ce sont au total 20 projets qui sont adossés au volet relance par la demande avec un coût de 2070 milliards, c'est ça? J'y arrive. Oui. De francs guinéens. Alors, expliquez-nous le mécanisme de mobilisation de ces fonds, en gros. Tous ces projets seront financés par des ressources. Il est important d'en avoir le mécanisme. Vous avez dit le mécanisme de mobilisation des ressources. Très bien. Oui, effectivement. Vous savez qu'on est dans une mesure conjoncturelle. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pour pouvoir stabiliser l'activité, c'est pour pouvoir stabiliser le cadre macroéconomique en réduisant les fluctuations. Pour le faire, il y a eu 20 projets prioritaires qui ont été identifiés. Parmi ces 20 projets, il y en a à peu près 18 qui couvrent le volet relance par la demande, 2 qui couvrent le volet relance par l'offre. Il faut rajouter à ces 20 projets qu'il y a eu un certain nombre de mesures de réforme qui ont été aussi adoptées pour contribuer à améliorer le climat des affaires. Pourquoi? Parce que la richesse dans un pays est créée par les acteurs économiques et notamment par les PME. Donc, il faut améliorer l'environnement des affaires pour que ces acteurs économiques puissent s'épanouir dans la perspective de la création de revenus. D'accord. En ce qui concerne le financement, c'est bien d'avoir des projets. Mais un projet sans financement, c'est juste une idée, c'est un document que vous avez dans votre tiroir. Pour le financer, il y a eu un plan de financement. Dans le document, il n'y a pas beaucoup d'informations, beaucoup de détails là-dessus. Mais comme c'est un document qui est en cours de validation, je pense que le ministère me donnera plus de détails là-dessus. Il y a eu fondamentalement 5 sources de financement qui ont été identifiées. La première source de financement, c'est la contribution du budget national de l'État.
La deuxième source de Comme toujours, financement, hein. c'est le financement monétaire que j'ai dit tantôt, à travers les obligations de trésor et les bons de trésor. La troisième source de financement, c'est le partenariat public-privé. Et ce partenariat public-privé concerne aussi bien des partenaires privés internes que les partenaires privés externes dans le cadre de la réalisation d'un certain nombre de projets qui peut se faire aussi en BOT. C'est-à-dire qu'ils construisent, ils opèrent et ensuite ils transfèrent à l'État. Il y a aussi un fonds de garantie des prêts aux PME qui a été mis en place. Oui. M. Diallo est situé un petit peu en disant un fonds qui ne marche pas. M. Diallo, ce qu'il faut comprendre derrière le fonds de garantie, ce n'est pas le fonds de garantie qui viendra financer directement. Le fonds de garantie, c'est un fonds intermédiaire. Lorsque vous avez une entreprise, et qu'on vous dit que voilà, les marchés publics sont ouverts pour votre entreprise, il y a un certain nombre de capacités techniques et en fait il y a une certaine capacité plutôt technique et financière dont vous devez faire preuve. Et malheureusement, nos PME, compte tenu du fait qu'elles ont des difficultés d'accéder au financement, elles ne compétissent absolument pas à un certain nombre de projets, à un certain nombre de marchés publics. D'accord. Ce qui fait que derrière, les banques leur exigent le plus souvent des garanties. Et ce fonds de garantie permet Cela est compris. de couvrir ces PME pour aller mobiliser. Cela est pris. La dernière source de financement, voilà, la dernière source de financement prévue, c'est les dons et tout ce qui relève de l'aide et de développement. Alors, Dernière question avec vous. Quel est le quota aujourd'hui de chaque source de financement? Parce que vous avez parlé de la contribution du budget national. Oui. Quel est le quota réservé à chaque source de financement? Rapidement. Alors, ce que je sais aujourd'hui, à travers les informations que j'ai, c'est qu'il y a un financement prévu, projeté plutôt pour les projets privés à hauteur de 1 milliard 50 millions. Alors, en ce qui concerne la répartition en fonction des sources de financement, à ce stade, cette information n'est pas disponible, mais il faut peut-être approcher le technicien pour savoir ce qui est prévu au titre de la ventilation par source de financement. Donc, il faut comprendre, comme je l'ai dit, que c'est pour l'instant un document qui est au stade de projet, qui va être soumis à différents niveaux de validation. Grand merci à vous, Dr Mamoudou Touré, pour toutes ces explications, des explications bien évidemment relatives au plan de relance économique qui, je rappelle, n'est qu'en phase technique. Ce document sera en tout cas présenté au Conseil national de la transition. Grand merci à vous, au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup et surtout félicitations au ministère de l'économie, des finances et du plan pour cette initiative. Ce ministère a fait preuve quand même de proactivité pour pouvoir répondre aux besoins des populations. En tout cas, c'est un ministre qui se bouge. Moussa Sissé, c'est un ministre qui se bouge. En attendant d'avoir Alseni Chama, peut-être des commentaires rapidement.